Que feriez-vous si le seul moyen de sauver une vie innocente exigeait de trahir votre propre communauté et de porter le poids d'un lourd secret pendant des années? Voici l'histoire poignante d'une femme de colon qui, au milieu des cendres d'un village dévasté, découvre un bébé survivant et prend une décision qui bouleversera leur existence à jamais. Mais que se passe-t-il lorsque la vérité menace d'éclater au grand jour? L'année était 1876, sur les terres sauvages et reculées des confins de l'Ouest. Mathilde Dubois se tenait à la lisière de sa ferme, protégeant ses yeux du soleil implacable d'une main tremblante. Elle regardait son mari, Henri, s'éloigner à cheval avec les autres hommes de la colonie. Il rejoignait une expédition de la milice lancée contre les tribus nomades qui, selon les rumeurs, avaient attaqué un ranch voisin. Mathilde avait un mauvais pressentiment. Son mari était un homme de la terre, un cultivateur doux et pacifique, nullement un soldat. « Ne te tourmente pas ainsi, Mathilde », lui avait dit Henri ce matin-là en préparant sa selle. « Nous serons de retour avant la fin de la semaine. L'armée a seulement besoin de nous pour pister et naviguer dans ce terrain accidenté. » Pourtant, Mathilde savait que les conflits territoriaux étaient bien plus complexes que ne voulaient l'admettre la plupart des colons. En 3 ans de mariage et de vie commune dans ces contrées hostiles, elle avait appris que chaque histoire possédait toujours plusieurs versions. Le lendemain, alors que Mathilde s'occupait de son potager, elle remarqua un panache de fumée noire s'élevant des collines lointaines. Son cœur s'emballa lorsqu'elle réalisa que cela provenait de la direction d'un petit campement autochtone qu'elle avait aperçu une fois en cueillant des herbes sauvages. Écoutant son instinct plutôt que sa raison, Mathilde sella sa jument et galopa vers la source de la fumée. Ce qu'elle découvrit allait changer le cours de sa vie. Le petit village ne fut plus que ruines fumantes. Des corps gisaient éparpillés sur le sol, ceux d'hommes et de femmes ayant manifestement tenté de défendre leur foyer. Mathilde porta la main à sa bouche pour étouffer un cri d'horreur. Ce n'était pas une opération militaire régulière. C'était un massacre de gens pris au dépourvu. Alors qu'elle errait au milieu de la dévastation, un faible gémissement attira son attention. Guidée par le son, Mathilde découvrit une petite fille, âgée d'à peine 6 mois, dissimulée sous des couvertures épaisses, dans un porte-bébé traditionnel en bois et cuir. Le visage du nourrisson était maculé de suie, mais par miracle, elle était indemne. « Oh Seigneur !» murmura Mathilde en soulevant l'enfant en pleurs. « Que s'est-il passé ici ?» Elle chercha d'autres survivants, en vain. La nuit approchait, et elle savait qu'elle ne pouvait abandonner le bébé. Prenant une décision rapide qui scellerait leur destin, Mathilde attacha solidement le porte-bébé à sa selle et remonta à cheval. « Je ne peux pas te laisser là, ma toute petite, » dit-elle doucement. « Tu rentres avec moi. » Le retour vers la ferme fut angoissant. Mathilde ne cessait de regarder par-dessus son épaule, terrifiée à l'idée d'être aperçue. Elle savait que son geste allait à l'encontre de toutes les règles tacites de leur société. La colonie considérait les tribus comme des ennemis mortels. C'était le discours de tous. Mais en plongeant son regard dans le visage innocent de la petite fille, Mathilde ne voyait aucun ennemi. Une fois rentrée, elle baigna l'enfant et lui donna du lait de chèvre. Épuisé par l'épreuve, le bébé s'endormit dans les bras de sa bienfaitrice. « Qu'est-ce que je vais dire à Henri ?» se demanda-t-elle à voix haute en berçant doucement l'enfant endormi. « Comment expliquer ce que j'ai fait ?» Mathilde passa une nuit blanche à peser ses options. Au matin, sa décision était prise. Elle garderait l'enfant caché jusqu'au retour d'Henri. Ensuite, elle lui raconterait tout ce dont elle avait été témoin. Son mari était un homme juste, au grand cœur. Il comprendrait sûrement qu'elle ne pouvait pas laisser un bébé mourir seul. 3 jours s'écoulèrent durant lesquels Mathilde s'occupa de l'enfant en secret. Elle la nomma Sarah, jugeant préférable de lui donner un prénom biblique si elles devaient rester ensemble. Le bébé souriait facilement malgré le traumatisme, et Mathilde s'attachait davantage à chaque heure qui passait. Le 4e jour, Mathilde entendit le bruit des sabots. Précipitamment, elle installa Sarah dans une cachette aménagée sous les lattes du plancher, un espace habituellement réservé aux conserves pour les garder au frais. Durant les étés brûlants, elle y avait préparé un petit lit douillet et laissé du lait à portée de main. « Je viendrai te chercher dès que je peux, ma petite, » promit-elle, le cœur battant à tout rompre, en refermant la trappe et en ajustant le tapis par-dessus. Henri revint le visage sombre. Les hommes semblaient épuisés et troublés alors qu'ils mettaient pied à terre devant leurs foyers respectifs. « Que s'est-il passé ?» demanda Mathilde lorsque Henri entra dans leur cabane. « C'était terrible, Mathilde, dit-il en s'effondrant sur une chaise. L'armée,
Ils ne voulaient pas juste notre aide pour le pistage, ils nous ont conduits à un village et... Sa voix se brisa. Des femmes et des enfants, Mathilde. Il y avait des femmes et des enfants. Le sang de Mathilde se glaça. Est-ce que tu... Non, coupa fermement Henri. Je n'ai pas pu. Certains hommes de la ville s'y sont mis, mais moi, je ne pouvais pas. J'ai essayé de les arrêter, mais... Il enfouit son visage dans ses mains. Je n'ai jamais vu une telle violence insensée. Mathilde s'agenouilla près de lui, le cœur battant la chamade. Henri, il y a quelque chose que je dois te dire. Elle lui révéla tout. La découverte du village, Sarah, et comment elle l'avait ramenée. Henri écouta dans un silence stupéfait. Où est-elle maintenant ? Finit-il par demander. Mathilde le conduisit vers la trappe et la souleva. Sarah leva vers eux ses grands yeux sombres. Henri fixa le bébé un long moment avant de se pencher pour la prendre dans ses bras. « Elle n'a plus personne ?» demanda-t-il doucement. « Personne », confirma Mathilde. « Les siens ont disparu. » Henri tenait l'enfant maladroitement, mais avec douceur. « Si quelqu'un la prend... »« Je sais, » répondit Mathilde. « Mais je ne pouvais pas la laisser là-bas, Henri. C'était impossible. » Il regarda sa femme, puis le bébé. « Non, tu ne le pouvais pas. Et c'est pour ça que je t'aime, Mathilde Dubois. » Il prit une profonde inspiration. « Il nous faut une histoire. Les gens poseront des questions. »« Nous dirons qu'elle est l'enfant de ma sœur, » suggéra rapidement Mathilde. « Nous venons de recevoir une lettre disant que ma sœur est décédée dans l'Est. Personne ici ne connaît ma famille. » Henri hocha lentement la tête. « Ça pourrait marcher. Mais elle devra rester cachée quand nous aurons de la visite, du moins jusqu'à ce que l'histoire soit acceptée par tous. »« Nous ferons attention, » dit Mathilde, soulagée. « Merci, Henri. » Il tendit Sarah à Mathilde, l'expression grave. « Ce ne sera facile pour aucun de nous, mais c'est la chose juste à faire. » Tandis que Mathilde serrait Sarah contre sa poitrine, elle savait que leur vie venait de basculer irrémédiablement. Ils n'étaient plus de simples colons bâtissant une vie dans la solitude des plaines. Ils étaient désormais les gardiens d'un secret qui pouvait tout leur coûter, et les protecteurs d'une enfant coincée entre deux mondes. Alors que Mathilde serrait la petite Sarah contre sa poitrine, elle sentit tout le poids de cette certitude. Leur vie venait de basculer irrémédiablement. Ils n'étaient plus de simples pionniers cherchant à bâtir un foyer au milieu de ces terres sauvages. Ils étaient désormais les gardiens d'un secret capable de tout détruire, les protecteurs d'une enfant prise en étau entre deux mondes. 4 années s'étaient écoulées depuis ce jour fatidique. Sarah avait grandi, devenant une enfant vive et curieuse, au sourire espiègle et au regard perçant auquel rien n'échappait. Dans la petite colonie de Saint-Roch, l'histoire selon laquelle elle était la nièce orpheline de Mathilde avait été acceptée sans trop de questions. Pourtant, les Dubois restaient sur leur garde, vivant en retrait et limitant les interactions de Sarah avec les autres colons. Par une matinée d'automne mordorée, Mathilde observait Sarah jouer dans la cour avec une poupée de chiffon qu'Henri lui avait fabriquée pour le dernier Noël. Les cheveux d'ébène de l'enfant brillaient sous le soleil, offrant un contraste saisissant avec le teint pâle de Mathilde et la chevelure rousse d'Henri. « Elle devient trop visible », remarqua Henri en venant se placer aux côtés de sa femme près de la fenêtre. « Madame Bertrand m'a demandé hier pourquoi Sarah ne ressemblait à aucun de nous deux. » L'estomac de Mathilde se noua. « Que lui as-tu répondu ? Qu'elle tenait du côté de ta famille ?» répliqua Henri. « Mais les gens commencent à jaser, Mathilde. Ils se demandent pourquoi nous la gardons si près de la maison. Pourquoi elle ne rejoint pas les autres enfants pour les leçons ? » « Elle est encore jeune, » argua Mathilde. « Beaucoup de familles gardent leurs enfants à la maison jusqu'à ce qu'ils soient plus âgés. » Henri soupira, le regard lourd. « Nous ne pourrons pas la protéger éternellement. Tôt ou tard, elle devra aller à l'école, se faire des amis. » Mathilde savait qu'il avait raison, mais la peur lui broyait le cœur. Qu'arriverait-il si la vérité éclatait ? En cette année 1880, le territoire était encore un endroit dangereux pour une enfant apache. Leur conversation fut interrompue par le bruit sourd de sabots approchant. Henri scruta l'horizon par la fenêtre. « C'est le shérif du jardin, accompagné d'hommes que je ne remets pas, » dit-il, la voix tendue. « Mathilde, emmène Sarah à l'intérieur, tout de suite. » Mathilde se précipita dehors, appelant Sarah avec une gaieté forcée. « Il est temps de rentrer, ma chérie. Allons travailler ta lecture. » L'enfant leva la tête.
ses yeux noirs captant instantanément l'inquiétude dans la voix de sa mère. Sans poser de questions, elle ramassa sa poupée et courut vers Mathilde, glissant sa petite main dans la sienne. Une fois à l'intérieur, Henri ordonna doucement à Sarah d'aller dans sa chambre pendant qu'il parlerait aux visiteurs. L'enfant obéit, mais Mathilde pouvait lire une multitude de questions dans son regard. Le shérif du jardin mit pied à terre, suivi de 3 hommes à l'allure patibulaire, couverts de poussière. « Bonjour, Dubois, lança-t-il. J'accompagne ces messieurs qui pistent une bande d'apaches ayant attaqué une diligence près du col. Je me suis dit que vous pourriez leur offrir un peu d'eau et quelques indications. » Henri s'avança sur le porche, la posture décontractée mais le regard vigilant. « Bien sûr, avec plaisir. » Mathilde s'affaira pour puiser de l'eau, tendant l'oreille à la conversation qui se tenait dehors. « On a entendu dire qu'il pourrait y avoir des peaux rouges cachées dans les parages, » grogna l'un des hommes. « Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel, Dubois ? » « Je ne peux pas dire que ce soit le cas, » répondit Henri d'un ton égal. « C'est plutôt calme par ici. » L'homme plissa les yeux. « C'est vrai ? Parce que la rumeur court que certains colons hébergeraient des Indiens. J'ai du mal à croire que quelqu'un soit assez fou pour faire une chose pareille. » Les mains de Mathilde tremblaient en portant le pichet d'eau à l'extérieur. Elle sentait le regard soupçonneux de l'étranger peser sur elle tandis qu'elle servait à boire. « Nous sommes de simples fermiers, » déclara fermement Henri. « Nous nous occupons de nos affaires et attendons des autres qu'ils en fassent autant. » La tension fut brisée par un bruit de fracas provenant de l'intérieur de la maison. Le cœur de Mathilde manqua un battement. Sarah avait dû écouter et renverser quelque chose. « Qu'est-ce que c'était » demanda le shérif du jardin. « Juste le chat », s'empressa de dire Mathilde. « Il fourre toujours son nez partout. » Le chef de pisteur fixa la maison. « Ça vous dérange si on jette un coup d'œil » Avant qu'Henri ne puisse réagir, Mathilde intervint. « Notre fille est souffrante, une forte fièvre. Nous la gardons isolée pour éviter la contagion. Je ne voudrais pas que vous attrapiez ce qu'elle a. » Le shérif du jardin hocha la tête avec compassion. « Ah, c'est dur. Mon petit dernier a passé un mauvais moment l'hiver dernier. Pas besoin de risquer la maladie. » Il se tourna vers les pisteurs. « On y va, messieurs. Je peux vous dessiner une carte pour le passage du Nord. » Les hommes semblaient réticents, mais suivirent le mouvement du shérif. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le chef des pisteurs s'approcha de Mathilde. « J'espère que votre fille ira mieux, madame, » dit-il, ses yeux froids fouillant son visage. « Comment avez-vous dit qu'elle s'appelait ?»« Sarah, » répondit Mathilde, se forçant à soutenir son regard. « Sarah Dubois, » répéta-t-il en hochant lentement la tête. « Un nom biblique. Ma mère était une Sarah. » Il toucha le bord de son chapeau et remonta en selle. Tandis qu'il s'éloignait au galop, Mathilde sentit ses jambes se dérober sous le coup du soulagement. Henri passa un bras solide autour de sa taille. « C'était trop juste, » murmura-t-il. Plus tard dans la soirée, après avoir bordé Sarah, Mathilde et Henri s'assirent à la table de la cuisine, parlant à voix basse. « Nous devons être plus prudents, » dit Henri. Ces hommes étaient méfiants. « Que pouvons-nous faire de plus » demanda Mathilde. « Nous vivons déjà à moitié cachés. » Henri passa une main dans ses cheveux. « J'ai réfléchi. Peut-être devrions-nous partir plus à l'ouest. La Californie serait peut-être plus tolérante. » Mathilde considéra l'idée. « Déraciner tout ce que nous avons construit ? Si c'est pour garder Sarah en sécurité, oui, » trancha Henri. Leur discussion fut interrompue par une petite voix fluette. « Est-ce que j'ai fait une bêtise ?» Ils se retournèrent pour trouver Sarah debout dans l'encadrement de la porte, sa poupée serrée contre sa poitrine. Ses grands yeux noirs étaient écarquillés par l'inquiétude. « Non, mon cœur, » dit Mathilde en ouvrant ses bras. Sarah courut vers elle et grimpa sur ses genoux. « Tu n'as rien fait de mal. »« Ces hommes cherchaient des gens comme moi, n'est-ce pas ?» demanda Sarah, surprenant les 2 adultes par sa perspicacité. Henri et Mathilde échangèrent un regard alarmé. « Que veux-tu dire par « comme toi » demanda Henri avec précaution. « J'ai entendu Madame Bertrand à l'épicerie. Elle a dit que je ressemblais à un bébé indien, » dit Sarah avec un naturel déconcertant. « Est-ce que je suis une indienne, papa ?» Henri prit une profonde inspiration. Ils avaient toujours prévu de dire la vérité à Sarah un jour, mais ils espéraient attendre qu'elle soit plus âgée, plus apte à comprendre la complexité de sa situation. « Sarah, » commença doucement Mathilde, « tu es notre fille et nous t'aimons plus que tout au monde. Mais oui, tu es née de parents apaches. »« Où sont-ils » demanda l'enfant. Mathilde la serra plus fort.
Ils... ils sont avec le bon Dieu maintenant, mon ange. Ils sont morts quand tu étais toute petite. C'est pour ça que tu es venue vivre avec nous. » Sarah resta silencieuse un moment, absorbant cette information. « Alors je suis Apache, dit-elle en testant le mot. Mais je suis aussi votre fille. » « C'est exactement ça, dit Henri en s'agenouillant près d'elle. Et rien ne changera jamais cela. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas, qui pourraient essayer de te faire du mal à cause de ta naissance. C'est pour ça que nous sommes si prudents. » Sarah hocha la tête solennellement. Pour une enfant de 4 ans, elle faisait preuve d'une compréhension remarquable. « C'est pour ça qu'on doit déménager. » « Nous n'avons pas encore décidé, dit Mathilde en caressant les cheveux de Sarah. « Mais si nous le faisons, ce sera pour trouver un endroit où tu pourras grandir en sécurité, où tu pourras être toi-même sans te cacher. »« Est-ce que je rencontrerai d'autres gens Apaches un jour ?» demanda Sarah. La question prit les deux parents au dépourvu. C'était une interrogation qu'ils avaient eux-mêmes eue en privé, sans jamais l'aborder ouvertement. « Peut-être un jour, répondit Henri prudemment, quand tu seras plus grande, mais cela pourrait être difficile. » Sarah sembla accepter cette réponse, posant sa tête contre l'épaule de Mathilde. « Je suis contente que vous soyez mes parents, dit-elle simplement. » Mathilde refoula ses larmes en serrant sa fille contre elle. « Et nous sommes bénis que tu sois notre fille, murmura-t-elle. » Tandis que Sarah sombrait dans le sommeil dans les bras de Mathilde, Henri et sa femme échangèrent un regard déterminé au-dessus de sa tête. Ils feraient tout ce qui était nécessaire pour protéger cet enfant devenu le centre de leur monde, même s'il fallait pour cela tout abandonner et recommencer à zéro, ailleurs. Le printemps 1885 marqua le début d'une nouvelle ère pour la famille Dubois. Après des mois de préparatifs et un voyage harassant, ils avaient finalement atteint le nord de la Californie, s'installant dans une modeste communauté bordée par la forêt côtière, où Henri avait trouvé un emploi dans une scierie. Leur nouvelle maison était simple mais robuste, nichée à l'orée de la ville, là où les bois devenaient denses et impénétrables. Sarah, désormais âgée de 9 ans, se tenait dans la cour, humant l'air inconnu, un mélange d'embrun marin et de sève de pin. Elle avait grandi, ses mouvements étaient devenus gracieux et assurés, tandis qu'elle explorait les environs. Le voyage vers l'ouest avait été difficile, mais exaltant, rempli de paysages nouveaux qui avaient éveillé sa curiosité pour le vaste monde. « Que penses-tu de notre nouveau chez nous, Sarah ?» demanda Mathilde en venant se placer aux côtés de sa fille. « C'est magnifique, » répondit Sarah, ses yeux sombres fixés sur les séquoias géants au loin. « Mais c'est si différent de là d'où nous venons. »« La différence a du bon, » dit Mathilde en passant un bras autour des épaules de l'enfant. « Ici, tu pourras aller à l'école régulièrement, te faire des amis. » Sarah leva vers sa mère un regard incertain. « Et si les autres enfants ne m'aiment pas ?» Mathilde s'agenouilla pour capter le regard de sa fille. « Ils t'aimeront parce que tu es intelligente et gentille. Souviens-toi juste de ce dont nous avons discuté. Si quelqu'un pose des questions... » « Je sais, » l'interrompit Sarah. « Mon père était un commerçant espagnol qui t'a épousé dans le territoire. Il est mort quand j'étais bébé. » Elle récita l'histoire qu'ils avaient minutieusement construite au cours de l'année passée. Un récit conçu pour expliquer son apparence sans révéler son héritage apache. Mathilde hocha la tête, détestant la nécessité de ce mensonge, mais comprenant son importance vitale pour la sécurité de Sarah. Même en Californie, les préjugés contre les autochtones étaient tenaces. « Ce n'est pas un mensonge complet », avait raisonné Henri lorsqu'ils avaient imaginé cette couverture. « Cela lui donne un héritage qu'elle peut revendiquer sans se mettre en danger. » Le lundi suivant, Sarah se rendit à son premier jour d'école. Mathilde l'observa s'éloigner avec anxiété, le dos droit et déterminé malgré sa nervosité. Lorsque Sarah rentra cet après-midi-là, son expression était difficile à déchiffrer. « Comment cela s'est-il passé ?» demanda prudemment Mathilde. « C'était... différent », répondit Sarah en posant son ardoise et ses livres. « L'institutrice, mademoiselle Agnès, est gentille. Certains enfants ont posé des questions sur mes cheveux noirs et mes yeux. Je leur ai raconté ce que nous avions répété. »« Et ils l'ont accepté ?» Sarah opina du chef. « Pour la plupart. Il y a une fille qui s'appelle Rebecca. Sa mère vient du Mexique. Elle a dit que je ressemblais à ses cousines. Un petit sourire éclaira son visage. Elle m'a invité à m'asseoir avec elle pour le déjeuner. » Un soulagement immense envahit Mathilde.
C'est merveilleux, ma chérie. Au fil des semaines, Sarah s'épanouit à l'école. Elle se révéla être une élève exceptionnelle, particulièrement douée en calcul et en écriture. Mademoiselle Agnès louait fréquemment son travail, et elle se constitua un petit cercle d'amis, avec Rebecca en son centre. Cependant, la paix relative de leur nouvelle vie fut troublée un soir d'automne, lorsqu'Henri rentra à la maison le visage fermé. « Qu'y a-t-il » demanda Mathilde une fois Sarah couchée. Henri s'effondra sur une chaise à la table de la cuisine. « Il y a un homme en ville qui pose des questions. Un agent du gouvernement qui recense les populations indigènes pour un nouveau programme fédéral. » La main de Mathilde vola à sa gorge. « S'est-il intéressé à Sarah ? » Pas spécifiquement, mais il visite l'école demain pour parler des cultures amérindiennes. Henri passa une main dans ses cheveux grisonnants. « Mathilde, nous avons été si prudents. Mais si cet homme a l'expérience pour identifier les traits tribaux, devrions-nous la garder à la maison demain ?» Mathilde posa la question tout en sachant que la réponse ne ferait qu'éveiller les soupçons. Henri secoua la tête. Cela attirerait davantage l'attention. « Je pense que nous devons la préparer, plutôt. » Ils firent venir Sarah et lui expliquèrent la situation avec précaution. « Cet homme pourrait poser des questions sur tes origines, » dit doucement Henri. « Souviens-toi de notre histoire. Mais plus important encore, essaie de ne pas attirer son attention. » Sarah hocha la tête gravement. À 9 ans, elle comprenait bien mieux sa position précaire que la plupart des enfants de son âge. « Je serai prudente, papa. » La journée du lendemain s'étira interminablement pour Mathilde. Elle s'occupa avec des tâches ménagères tout en surveillant l'horloge avec angoisse. Lorsque Sarah apparut enfin sur le sentier du retour, Mathilde se précipita à sa rencontre. « Comment s'est passée la présentation ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix naturelle. « C'était intéressant, » répondit Sarah pensivement. « L'agent, M. Beaumont, a montré des photographies de différentes tribus. Il a parlé des écoles gouvernementales où les enfants indiens apprennent à devenir plus comme les Blancs. » Le cœur de Mathilde se serra. « T'a-t-il parlé directement ?» Sarah hocha la tête. « Il a demandé d'où venait ma famille. Je lui ai parlé de mon père espagnol, comme nous l'avions répété. Et ensuite ? Ensuite, Rebecca est intervenue et a commencé à parler de son héritage mexicain, et il a semblé perdre tout intérêt pour moi. » Mathilde adressa une prière de remerciement silencieuse pour la vivacité d'esprit de la petite amie de sa fille. Ce soir-là, Henri rapporta que M. Beaumont avait quitté la ville pour la localité suivante. Le danger immédiat était passé, mais l'incident laissa une marque indélébile sur eux trois. Quelques soirs plus tard, Mathilde trouva Sarah assise seule sur les marches du perron, contemplant les étoiles. « À quoi penses-tu » demanda Mathilde en s'asseyant près de sa fille. « Aux Apaches » dit Sarah doucement. « Ce que M. Beaumont a dit sur eux, ce n'était pas comme les histoires que tu m'as racontées. » Au fil des ans, Mathilde avait en effet partagé des récits choisis sur l'héritage de Sarah, tentant d'instiller une certaine fierté tout en reconnaissant les difficiles réalités. « Monsieur Beaumont voit les choses d'un seul point de vue, » expliqua Mathilde. « La relation entre le gouvernement et les tribus est compliquée. »« Il a dit qu'ils étaient non civilisés, » poursuivit Sarah, la voix serrée. « Que les écoles du gouvernement apprennent aux enfants indiens à oublier leurs anciennes coutumes pour devenir de bons citoyens. » Mathilde choisit ses mots avec soin. Il y a beaucoup de gens qui croient que différent signifie inférieur. Mais ils ont tort, Sarah. Les Apaches ont leur propre sagesse, leur propre façon de comprendre le monde. C'est différent, pas moindre. Sarah resta silencieuse un moment. Parfois, j'essaye de me souvenir d'eux, de mes parents de naissance, mais je n'y arrive pas. Est-ce que ça veut dire que j'oublie qui je suis vraiment ? Mathilde entoura sa fille de son bras. Celle que tu es vraiment est juste ici. Une fille brillante, gentille et merveilleuse qui se trouve avoir des racines dans 2 mondes. Ce n'est pas quelque chose entre quoi tu dois choisir. Les 2 peuvent faire partie de toi. Sarah appuya sa tête contre l'épaule de sa mère. J'aimerais en savoir plus sur eux, sur les coutumes apaches. Mathilde hésita. Ils avaient toujours été prudents quant à la quantité de savoir qu'ils partageaient avec Sarah, craignant qu'une connaissance trop pointue ne la trahisse. Mais peut-être était-il temps de reconsidérer la question. « Et si, » suggéra lentement Mathilde, « nous trouvions des livres sur les Apaches ? Ou peut-être y a-t-il des gens dignes de confiance qui pourraient nous en apprendre davantage ?
Les yeux de Sarah s'illuminèrent. Pourrions-nous vraiment ? Henri, qui écoutait depuis l'encadrement de la porte, s'avança sur le perron. Nous pourrions essayer, dit-il prudemment. Il y a une bibliothécaire au Chélieu qui pourrait nous aider à trouver des ouvrages appropriés. Et j'ai entendu dire qu'il y a un professeur d'université à San Francisco qui étudie les cultures natives avec respect. C'était une petite promesse, mais l'espoir qu'elle alluma dans les yeux de Sarah fit réaliser à Mathilde à quel point ce lien avec ses origines était vital. Leur fille grandissait, forgeait sa propre identité. Il ne pouvait pas la protéger de la vérité pour toujours, et il ne le devait pas. « Nous trouverons un moyen », promit Mathilde en serrant Sarah contre elle. Plus tard cette nuit-là, alors que Mathilde et Henri se préparaient à se coucher, elle exprima enfin l'inquiétude qui n'avait cessé de croître dans son esprit. Et si un jour, elle veut en savoir plus que ce que les livres peuvent lui apprendre? Et si elle veut retrouver son peuple? Henri garda le silence un long moment. Alors nous l'aiderons du mieux que nous pourrons. Elle mérite de savoir d'où elle vient. Cela m'effraie, admit Mathilde. Pas seulement le danger, mais... Et si ce savoir l'éloignait de nous? Henri lui prit la main. Sarah nous aime, Mathilde. Rien ne changera cela. Mais l'aimer ne signifie pas l'empêcher de découvrir la totalité de son être. Mathilde hocha la tête, sachant qu'il avait raison. Leur amour pour Sarah avait toujours consisté à faire ce qui était le mieux pour elle, même lorsque c'était difficile. Si cela signifiait un jour l'aider à renouer plus directement avec son héritage apache, il trouverait le courage de le faire. Alors qu'elle glissait vers le sommeil, Mathilde se surprit à prier, non plus pour que Sarah reste cachée en sécurité comme elle l'avait fait pendant tant d'années, mais pour que la sagesse guide leur fille alors qu'elle entamait le voyage vers la découverte de sa véritable identité. Été 1892. La côte californienne scintillait sous une rare vague de chaleur. Sarah Dubois, désormais âgée de 16 ans, se tenait au bureau de poste, serrant une lettre dans sa main. Ses parents se tenaient à proximité, le bras d'Henri autour des épaules de Mathilde, observant leur fille relire la réponse de l'université pour la 3e fois. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'il m'ait accepté, » dit Sarah en levant vers eux des yeux brillants. « Une bourse complète pour étudier à l'université de Berkeley. » Mathilde sourit malgré les larmes qui menaçaient de couler. « Nous avons toujours su que tu étais exceptionnelle, Sarah. Tes professeurs le disent depuis des années. C'était vrai. » Sarah avait constamment été la première de sa classe, montrant une aptitude particulière pour les langues et l'histoire. Lorsque son professeur de lycée avait suggéré qu'elle postule à l'université, cela avait semblé être un rêve impossible. Peu de femmes fréquentaient l'université et moins encore recevaient des bourses. Mais Sarah avait prouvé sa valeur de plus d'une façon. Son essai sur les liens linguistiques entre les langues européennes et indigènes avait attiré l'attention du professeur Guillaume Hamon, un éminent spécialiste en linguistique comparée. Le professeur Hamon se dit particulièrement intéressé par ma perspective sur la préservation des langues amérindiennes, dit Sarah en pliant soigneusement la lettre. Il ne connaît pas mon héritage, bien sûr, mais... Elle laissa sa phrase en suspens, mais ils comprirent tous. Au fil des ans, Sarah avait discrètement approfondi sa connaissance de la culture et de la langue apache à travers les livres et la correspondance avec des érudits. Elle avait maintenu l'histoire de son père espagnol en public, mais ses intérêts académiques lui avaient permis d'explorer ses véritables racines sous couvert de recherches savantes. « Quand pars-tu » demanda Henri, la voix rauque d'émotion. « Dans 3 semaines » répondit Sarah. Les cours commencent en septembre. L'agitation de la ville semblait s'estomper autour d'eux alors qu'ils absorbaient cette réalité. Leur fille, le secret qu'ils avaient protégé pendant 16 ans, s'apprêtait à entrer seule dans le vaste monde. Plus tard dans la soirée, alors que Sarah préparait sa malle dans sa chambre, Mathilde s'assit au bord du lit, regardant sa fille trier livres et papiers. « Es-tu nerveuse » demanda Mathilde. Sarah s'arrêta, réfléchissant. « Oui » admit-elle, mais excitée aussi. « Je vais enfin pouvoir étudier formellement les langues et les histoires indigènes. » Elle vint s'asseoir près de sa mère. « Je pensais à quelque chose cependant. Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Sarah prit une profonde inspiration. « À l'université, je rencontrerai des érudits qui en savent long sur les tribus. Et si je disais la vérité sur qui je suis? Pas à tout le monde, mais au professeur Hamon, peut-être. » Mathilde sentit une peur familière monter dans sa poitrine. « Sarah, tu connais les risques.
Même ici, les préjugés sont tenaces. Mais les choses changent, insista Sarah. Il y a des étudiants autochtones dans certaines universités maintenant, et je ne le dirai pas à n'importe qui, juste au professeur Hamon. Il a consacré sa vie à préserver ces langues et à défendre leurs droits. Mathilde voulut objecter, insister sur la prudence qu'elles avaient pratiquée pendant 16 ans. Mais en regardant sa fille, intelligente, déterminée et de plus en plus consciente de sa position unique, elle réalisa que Sarah n'était plus une enfant à protéger à tout prix. « Tu devras en discuter avec ton père aussi », dit finalement Mathilde. « Mais Sarah, si tu décides de révéler ton héritage au professeur, sois absolument certaine de son caractère d'abord. » Sarah hocha la tête solennellement. « Je serai prudente. C'est juste que je suis fatiguée de cacher une partie de qui je suis. » Cette nuit-là, Sarah partagea ses pensées avec Henri, qui écouta attentivement avant de répondre. « Je comprends ton désir de vérité, dit-il. Mais considère ceci. Une fois dite, la vérité ne peut être reprise. Sois sûr de toi avant de la partager. »« Je le serai, » promit Sarah. Les jours précédant le départ de Sarah passèrent dans un tourbillon de préparatifs et d'émotions contenues. Mathilde se surprit à mémoriser chaque détail de sa fille. La façon dont elle remettait une mèche de cheveux derrière son oreille lorsqu'elle se concentrait, son rire vif et clair, le plissement pensif de son front lorsqu'elle lisait. Le dernier soir, tous trois s'assirent sur le perron pour regarder le coucher du soleil. Henri s'éclaircit la gorge, attirant leur attention. « Nous avons quelque chose pour toi, » dit-il en tendant à Sarah une petite boîte en bois. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur reposait un pendentif en argent sur une chaîne, finement travaillé, avec des symboles que Sarah reconnut immédiatement comme Apache. « Comment avez-vous… » commença-t-elle en le soulevant avec des doigts respectueux. « Te souviens-tu de M. Hébert, l'anthropologue qui nous a rendu visite l'an dernier ?» expliqua Mathilde. « Je lui ai décrit les motifs dont je me souvenais du jour où je t'ai trouvé. Il m'a aidé à trouver un artisan capable de les recréer fidèlement. » Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes. « C'est magnifique. Nous voulions que tu aies quelque chose qui te relie à ta famille de naissance, » dit Henri, « quelque chose d'authentique. » Sarah passa la chaîne autour de son cou, le pendentif reposant contre son cœur. « Merci, » murmura-t-elle. « Il y a autre chose, » ajouta Mathilde en fouillant dans sa poche. Elle en sortit un papier plié, jauni par les années. « J'ai gardé ceci tout ce temps, attendant le bon moment. » Sarah prit le papier et le déplia délicatement. C'était une carte sommaire dessinée de la main de Mathilde. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sarah. « L'emplacement du village où je t'ai trouvé, » dit doucement Mathilde. « Je l'ai marqué du mieux que je pouvais me souvenir. Je ne sais pas s'il reste quelque chose là-bas aujourd'hui, ou si les tiens sont revenus dans la région, mais si un jour tu souhaites le voir… » Sarah fixa la carte, ses doigts traçant les lignes d'encre. « Tu as gardé ça tout ce temps ?» Mathilde hocha la tête. « Tu as le droit de savoir d'où tu viens, Sarah. Nous avons toujours su que ce jour pourrait arriver. »« Vous voulez que j'y aille ?» demanda Sarah, la confusion dans la voix. « Non, » dit fermement Henri. « Nous disons que le choix t'appartient. Maintenant, dans des années, ou jamais. C'est ta décision. » Sarah replia soigneusement la carte. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, mais merci de me faire confiance avec ceci. » Le lendemain matin, à la gare ferroviaire, leurs adieux furent empreints de larmes et de promesses de s'écrire souvent. Au coup de sifflet du train, Sarah étreignit ses parents une dernière fois. « Je ne serai pas qui je suis sans vous deux, » dit-elle avec ferveur. « Peu importe ce que je découvre sur mon héritage, vous serez toujours mes parents. » Mathilde serra sa fille fort, puis se força à la lâcher. « Sois prudente, mais sois fidèle à toi-même, » chuchota-t-elle. Ils regardèrent Sarah monter dans le train et trouver une place près d'une fenêtre d'où elle pouvait leur faire signe. Alors que le train s'ébranlait, Mathilde vit la main de sa fille se porter à sa gorge pour toucher le pendentif Apache, un geste symbolisant le pont que Sarah bâtissait entre ces deux mondes. Henri pressa la main de Mathilde. « Elle s'en sortira, dit-il. »« Nous lui avons donné des racines et des ailes, » ajouta doucement Mathilde, regardant le convoi disparaître au tournant. Dans le train, Sarah s'installa sur son siège et ouvrit son journal pour écrire. Sur la première page, elle inscrivit soigneusement « Je suis Sarah Dubois, fille de Mathilde et Henri Dubois. Je suis aussi une enfant du peuple Apache. Aujourd'hui, je commence le voyage pour découvrir ce que cela signifie, non seulement pour moi,
mais peut-être pour d'autres qui vivent entre deux mondes. J'emporte avec moi l'amour et le courage de mes parents, ainsi que l'héritage d'un peuple que je dois encore pleinement connaître. Quoi que je découvre, je l'affronterai avec la force des deux. Elle referma le carnet et contempla le paysage qui défilait par la fenêtre. Devant elle se trouvaient Berkeley, le professeur Hamon et l'étude formelle des langues et cultures indigènes. Au-delà s'étendaient des possibilités qu'elle commençait à peine à imaginer. Peut-être un travail dans la préservation des langues ou la défense des droits des natifs, ou même, un jour, un retour en Arizona pour chercher des liens avec son peuple de naissance. Le train fonçait vers l'avant, emportant Sarah vers un avenir où elle n'aurait plus besoin de cacher qui elle était. Ce ne serait pas un chemin facile. Les préjugés et l'incompréhension étaient encore profonds en Amérique. Mais elle n'était plus un nourrisson sans défense ayant besoin de protection. Elle était une jeune femme avec le courage d'affronter son identité complexe et la sagesse de naviguer entre les mondes. Alors que la ligne côtière de la Californie apparaissait au loin, Sarah sourit. Elle était prête pour tout ce qui l'attendait.